Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, vendredi c'est jour de forum au Grand Dialogue, le forum de la presse bien sûr. Alors comme invité, nous recevons 4 journalistes ce soir. Nous avons en première position, nous avons Ibrahim Ouattara, il est de Prestige News. Bonsoir Monsieur Ouattara. Nous avons dans ce studio Amadou Salif Guindo qui est du journal L'Enquêteur. Monsieur Guindo, bonsoir. Bonsoir. Également dans ce studio, nous avons Lamfia Sinaba. Lamfia Sinaba, où vous allez un peu nous rappeler quand même l'organe, c'est l'éveil hebdo. Alors bonsoir Monsieur Sinaba. Je crois que nous l'avons déjà en ligne, pas pour le moment. Alors je préviens quand même que nous aurons en ligne Gougou. Mohamed Dantani, c'est un collègue du Niger, il est précisément du studio Kalangu du Niger, c'est un studio donc de la Fondation Hirondelle. Cette émission vous est présentée par Seydou Foma. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc au premier volet de ce débat, l'attaque le 21 mars dernier de l'hôtel Nord-Sud, une attaque qui intervient peu après celle de Grand Bassam, c'est en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi selon vous l'hôtel Nord-Sud? Je pose à vous en premier la question, Lamfia Sinaba de l'Éveil Hebdo. Pourquoi l'hôtel Nord-Sud? C'est un symbole, vu que c'est un hôtel qui est abrité par des militaires de l'EITM. Donc il fallait frapper pour un coup d'éclat. Sinon les assaillants, avec les moyens qu'on a vus à leur disposition, l'assaillant ou les assaillants, c'est des moyens qui n'étaient pas vraiment de nature à pouvoir anéantir ou encore. On ne pouvait vraiment pas s'attendre à quelque chose qui soit de nature à remettre en cause ou encore à faire disparaître ou encore à anéantir, comme je le disais tantôt. Mais c'était l'effet d'éclat, parce que quelque part, il faut se dire que c'est illusoire, irresponsable pour des individus armés d'armes légères s'apprendre à un bâtiment du genre occupé par des militaires et dont la sécurité aussi est assurée par des militaires maliens. À mon avis, c'était surtout l'aspect symbole, faire mal à l'Occident, faire mal aux étrangers. Amadou Salifo Guindo du journal L'Enquêteur, alors les occupants quand même de l'hôtel ont réagi avec promptitude, n'est-ce pas? Promptitude, comme l'a dit l'Anfia, ils n'étaient pas nombreux et ils n'étaient pas mieux armés pour vraiment nuire comme cela pouvait être le cas si c'était un autre endroit. Et il faut aussi le dire, et cette attaque est intervenue à un endroit qui est hyper sécurisé. On ne peut pas vraiment s'attaquer à un endroit comme ça et réussir un coup. Donc comme il l'a dit, moi je suis du même avis, c'était pour réussir un coup médiatique. Vous maintenant, Ibrahim Ouattara de Prestige News. Oui, je pense que mes confrères, mes prédécesseurs ont tout dit. Vous savez, moi je pense que c'est une attaque, excusez-moi, qui n'a pas été préparée. Ça n'a pas du tout été préparé. Il y a eu trop d'amateurisme en fait. Donc, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est un coup d'éclat. Et quand on pousse un peu nos analyses, on a comme l'impression que c'est un coup d'envoi, un coup de signal qu'ils ont donné aux autres qui sont en Europe. Parce qu'en même temps qu'il y a eu l'attentat aujourd'hui, le lendemain, il y a eu celui de Bruxelles. Donc c'est un coup d'envoi, un coup de signal qu'ils ont donné. Et aujourd'hui, à Bruxelles également, peut-être qu'on n'est pas encore arrivé là. Sinon, à Bruxelles également, la troisième bombe, ou bien le troisième homme qui s'est fait exploser, c'est juste à côté de l'institution, d'une grande institution européenne. Donc aujourd'hui, s'attaquer au symbole de l'Union européenne à Bamako. Et le lendemain, attaquer également celui de, comment on appelle, de l'Union européenne à Bruxelles. Mais je pense que ça devrait être un grand coup. Comme le confrère l'a dit, ils ont reçu un grand coup de com'.
Alors, l'Anfia Sinaba, sait-on aujourd'hui avec exactitude qui est derrière cette attaque? Pour l'instant, à notre niveau, nous n'avons pas d'informations par rapport à cela. Et il y a deux jours, le directeur général de la police malienne a animé une conférence de presse. Et au cours de cette conférence, la question est revenue. Il a fait savoir que pour l'instant, il n'y a aucune revendication, mais il y a des soupçons, des éléments qui les orientent vers Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà. Mais maintenant, ce que je voudrais ajouter, peut-être la question n'a pas été posée. Amadou Salif a tantôt parlé d'un endroit hyper sécurisé, mais à côté, il faudrait se dire qu'aujourd'hui, au Mali, tout le monde dit que la situation a changé, mais j'ai l'impression qu'on ne se conforme pas à la situation, aux menaces auxquelles nous faisons face aujourd'hui. C'est l'ensemble de ces menaces. À quelques mètres de l'endroit, là où nous nous étions, voilà des endroits où des bandits, des individus, des terroristes pouvaient se camoufler pour mener d'autres attaques. Autrement dit, la CI, c'est une zone où on voit vraiment trop d'espaces qui ne sont pas clôturés, des espaces qui ne sont pas aménagés. Il y a lieu aujourd'hui pour faire face à la menace de tenir compte de cet aspect-là. Cela incombe à qui selon vous, cette tâche? D'une part aux autorités, mais également les propriétaires de ces espaces-là. Parce que ça ne sert à rien de laisser de tels espaces sans aménagement. Parce que quand on était sur le terrain, on nous a fait savoir que le premier assaillant qui a eu des échanges de tirs avec les gardes maliens et par la suite les militaires de l'EITM ont riposté, et qu'un autre se serait retranché dans une maison inachevée. Mais là, aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce qui s'est concrètement passé. Est-ce que l'individu en question, l'assaillant là, a pris la fuite, il est en armes, il est parmi nous? Voilà des interrogations qui sont là aujourd'hui qu'on doit se poser. Donc je me dis quelque part que si c'était des espaces, des bâtiments qui étaient vraiment, qui répondent à une certaine norme, on n'allait pas être aujourd'hui confronté à des situations comme ça. Amadou Salif Guindo. Je pense aussi qu'il faut aujourd'hui occuper les espaces qui ne le sont pas à la CI 2000. C'est en gros le travail de la mairie du district de Bamako qui à un moment donné avait menacé d'exproprier les propriétaires qui n'avaient pas mis en valeur les espaces. Je pense qu'il faut relancer, donc sinon ça relance carrément cette question. Donc il faut qu'on sorte vraiment de l'amateurisme en faisant vraiment du travail sérieux pour une première fois. Ibrahim Ouattara. Oui, je partage un peu l'avis des deux confrères. Moi, je pense que si j'ai un appel à lancer dans ce cadre-là, c'est à la population. Il faut que la population coopère. Il y a eu suffisamment de messages qui ont été lancés pour demander à ce que la population coopère, mais on n'a pas eu l'effet. On n'a pas eu d'effet. Et quand quelqu'un arrive, ton voisin reçoit un étranger, tu vois que vraiment c'est quelqu'un qui ne répond pas vraiment à certains critères. Je pense qu'il est nécessaire d'abord d'interpeller ton voisin ou bien d'interpeller la police. Donc il faut forcément que la population joue pleinement leur rôle. Tant que ce rôle n'est pas joué, peu importe, même si dans ces endroits on construit des buildings, les gens auront toujours des plans d'attaque. Ça je vous dis. Alors, à vous maintenant, l'Anfia Sinaba, nous allons nous intéresser aux enquêtes. Comment est-ce qu'elles progressent selon vous? Bon, depuis la rencontre avec le directeur général de la police, on n'a pas d'informations officielles en ce qui concerne l'évolution, mais il nous a quand même rassuré que l'enquête sera menée à bout. Donc on va suivre, on va continuer à suivre. Amadou Salif Guindo. Moi, je crains une sorte d'amalgame qui est entretenu autour de la question, parce que depuis que l'attaque s'est passée, il y a des gens qu'on a déjà arrêtés mais qui ne sont pas liés à l'attaque. Et donc il faut qu'à ces niveaux, on fasse vraiment un travail sérieux. Alors on les a donc arrêtés dans un premier temps. Quand on s'est rendu compte qu'ils n'ont rien à voir, on les a laissés aller à leurs occupations? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a, même cet après-midi, dans cette cour de la Maison de la Presse, il y a quelqu'un qui est venu pour
dire qu'il a son oncle qui a été arrêté, qui officiellement est libre de tout soupçon, disons, qui dit ses mouvements, mais en réalité qui reste toujours dans les mains de la police parce qu'il doit passer par le procureur. Donc je pense qu'il s'agit simplement d'une procédure judiciaire normale et qu'à la fin, il va être vraiment mis en liberté. Sinon, il y a de l'amalgame, donc il faut qu'on fasse vraiment attention. Ibrahima Ouattara. Oui, moi je pense que les enquêtes, bien vrai qu'elles sont lentes, mais je suis sûr que nos autorités vont relever le défi. Parce que moi, je pense que le ministre actuel de la Sécurité fait un travail d'État et ça, il faut beaucoup l'apprécier. C'est un ministre qui est très communicatif, ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, c'est ce que nous, en tant qu'hommes de médias, nous voulons. Comment partager cette information aussi importante avec l'ensemble des médias. Donc, comme le confrère vient de le dire, Guindo, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Donc, je pense qu'il faut s'abstenir de tenir certains propos quand on est à la radio. Donc, on laisse la justice faire son travail. L'oncle du jeune homme qui était venu tout à l'heure, nous, ce que nous pouvons lui dire, si c'est sûr que son oncle n'est pas impliqué, qu'il soit rassuré. Il n'a pas à s'inquiéter. Voilà, il n'a pas à s'inquiéter, qu'il soit rassuré. Je voudrais dire, je partage la peine de ces gens-là même. C'est des gens qui ont été interpellés à un moment où, à mon avis, quelque part, il le fallait. Parce que c'était la nuit. Donc, tous ceux qui tournaient pour savoir qui est lié et qui ne l'est pas lié. Je pense que c'est des interpellations, quelque part, ça peut se comprendre. Comme je comprends aussi l'amertume des parents de ces gens-là. Donc, c'est la situation qui a fait, comme on le dit en Bambara, Gregeradou. Ce site n'a rien à voir avec l'affaire. Ils se sont retrouvés au mauvais moment et au mauvais endroit, à mon avis, quoi. Mais si réellement on ne se reproche rien, nos agents, ce sont moi, j'ai confiance en eux. Je n'ai jamais remis en cause leur professionnalisme. Si réellement ils n'ont rien à voir, je suis sûr qu'ils seront relâchés. Le terrorisme ne connaît plus de distance ni de frontières. Puis après l'hôtel au nord-sud, c'est l'Europe qui a été donc touchée en plein cœur. Ici au Mali, on a été certainement beaucoup sensible à cette tragédie. Non, je pose à vous la question, Ibrahima Salif, Amadou Salif Guindo. Oui, très sensible aussi, bien sûr. Et ce qu'il faut décrier en Europe, c'est que les frontières, bon, on ne va pas dire qu'elles sont poreuses, mais il faut reconnaître que vraiment la libre circulation telle que définie là-bas, c'est vraiment, on peut le décrire. Et n'importe qui peut entrer et sortir de l'espace comme il le souhaite. Et franchement, les gens, il y a tellement les gens sont tellement attachés à leur liberté que même les forces de sécurité ont peur de s'en prendre aux civils. Donc n'importe qui, il faut le reconnaître, un terroriste qui n'est pas armé, il est un civil, quoi. Donc on ne peut pas, disons, l'arrêter pour rien. Maintenant, la situation en Belgique, c'est clair, c'est que la Belgique est presque en train de devenir un terreau, sinon une antre de terrorisme, des terroristes en Europe. Et c'est aux portes de la France, c'est aux portes de la Hollande. Donc c'est en plein cœur de l'Europe et c'est un pays qui, il me semble, n'est pas vraiment en train de prendre au sérieux la menace, mais qui aujourd'hui est en train de vivre des périodes difficiles. Ibrahima Ouattara de Précis News. Oui, d'abord, je vais m'incliner devant la mémoire des disparus. Il faut qu'on se le dise, cette question de terrorisme en Europe. Aujourd'hui, la plupart de ces personnes qui mènent ces activités, soit c'est des fils d'immigrés, ou alors ils sont tout de suite dans un endroit que tout le monde connaît, peut-être en Belgique, des quartiers ciblés déjà. Voyez-vous, moi je pense que les gens doivent essayer de revoir un peu leur mode de gouvernance vis-à-vis des fils d'immigrés. Excusez-moi, aujourd'hui nous sommes dans un monde où il y a l'Internet, les gens sont connectés, c'est-à-dire les gens ont des informations, les gens veulent vivre leur vie, voyez-vous. Mais quand ils se sentent un peu exclus, quand un être humain se sent exclu, se sent frustré, il devient automatiquement l'ennemi du système. Voyez-vous. Sinon, à quoi sert-il bon aujourd'hui d'aller se faire tuer par une bombe et puis mettre fin à sa vie? Des enfants, des jeunes.
Voyez-vous? Donc, quelque part, il faut que le gouvernement européen se pose cette question. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyez-vous? Il faut mettre ces fils d'immigrés au cœur du développement. Il faut les proposer, qu'on leur fasse les mêmes propositions que ceux qui sont d'origine, parce qu'ils sont nés là-bas, ils ne connaissent même pas le pays d'origine des parents. Si vous permettez, je ne pense pas, à mon avis, par exemple en France ou en Belgique, qu'il y ait une politique qui est de nature à exclure les fils d'immigrés, parce que quelque part, si on continue dans... Officiellement, il n'en existe pas, mais la réalité, elle est autre. Justement, c'est ça. C'est-à-dire, oui. Allez-y, je sinon, vous en prie. Vous prenez, je vous donne des exemples, franchement. Mon inquiétude à ce niveau, c'est quoi? C'est qu'on ne puisse pas justifier l'acte. Non, moi, je ne pense pas qu'il s'agisse. Il faut remonter aux origines de la chose. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, oui, c'est normal, il faut le dire. Il faut aller, par exemple, dans un pays, disons, comme la France. Vous avez des villes du sud, par exemple, Montpellier, vous avez Marseille. Vous avez des quartiers où il n'y a que des immigrés, quoi, carrément, des immigrés, je veux dire, essentiellement d'origine maghrébine. Et vous avez aussi aujourd'hui des quartiers où habitent essentiellement pratiquement des ressortissants de Turquie. Mais ces gens ont un problème avec l'intégration. Et ils habitent des maisons qui ne sont habitées que par eux. Et on ne les accepte pas dans certaines familles. On ne leur loue pas de maison. Il y a des métiers auxquels ils ne sont pas, disons, ils n'ont pas accès. Donc, on peut parler bien sûr d'une exclusion. Le problème d'intégration en Europe, problème d'exclusion, mais si nous revenons quand même chez nous au Mali où les jeunes quand même sont assez exposés, où on assiste quand même à une forme de radicalisation, ce ne sont pas des fils d'immigrés qui sont en cause. Écoutez, pour vous répondre, c'est très simple. Hein. Bon, allons-y d'abord, on finit avec le cas de l'Europe, on reviendra au Mali. Allez-y. Aujourd'hui, les gens pensent que le mode de gouvernance des dirigeants européens n'est pas équitable. C'est-à-dire, c'est une partie qui profite et l'autre non. Voyez-vous? Et c'est ce qui pousse ces gens-là à aller vers le djihadisme. Voyez-vous? Et aujourd'hui, en Syrie, quand quelqu'un va faire du djihadisme en Syrie, il gagne combien? C'est des milliers d'euros pour avoir tué peut-être un blanc. Alors quand il sera chez lui en France, même pour avoir 5 euros, ben attendez, c'est la croix à la bannière. Voyez-vous? Donc ces gens pensent que quand tu vas au djihadisme, non seulement tu seras auprès de Dieu et que Dieu va t'ouvrir les portes du paradis, et sur la terre, tu auras de l'argent. Voyez-vous? Donc, vous allez vivre une vie confortable. Mais ils préfèrent aller plus loin, c'est-à-dire se faire tuer et prétendre aller au paradis. Maintenant, pour revenir au cas du Mali, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de jeunes. Il y a certains jeunes, faisons très attention à nos propos. Il y a certains jeunes. Ils sont au nombre de combien? Vous n'avez pas de chiffres. C'est des personnes isolées qui sont en train de vouloir embrasser cette... c'est-à-dire ce truc-là qu'on appelle le djihadisme aujourd'hui. Voyez-vous, donc, ces gens-là, moi, je pense qu'il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois. Il faut une très bonne communication, surtout des leaders religieux, pour que les gens fassent la différence entre l'islam et l'intégrisme. Voyez-vous? Et aujourd'hui, ces jeunes gens qui sont dans le nord du Mali, de nationalité malienne qui combattent, mais c'est des gens qui ne savent même pas exactement pourquoi ils se battent. Non, on me dit que si je me tue au nom de Dieu, arrivé chez Dieu, j'aurai cette vierge. Ben écoutez, on n'a pas besoin de se faire tuer pour avoir cette vierge. Je crois que nous allons observer une pause avant de continuer ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. 3 journalistes dans ce studio, un 4e attendu donc en ligne depuis Niamey. C'est pour faire le point de l'actualité de la semaine qui est donc axé autour de 3 points, à savoir l'attaque de l'hôtel Nord-Sud par des terroristes, c'était le soir du 21 mars. Nous avons vu après cela qu'il y a eu, juste après, disons, on peut même dire, il y a eu ces explosions qui ont secoué la capitale belge. Nous allons nous intéresser à présent aux préparatifs du forum des
Kidal, le forum de Kidal, alors, dont on parle beaucoup ces jours-ci. Alors, le forum de Kidal, son début était annoncé pour le 27 mars, à ce que je sache. Et il retient donc cet événement l'attention de beaucoup de Maliens à quelques jours de la date d'ouverture. Alors, certaines sources parlent quand même de report, mais les principaux acteurs disent que l'événement aura bel et bien lieu à la date prévue. Que faut-il comprendre de tout cela, Lamphia Sinaba? Moi, je suis toujours un homme optimiste, mais ces derniers développements de l'actualité m'amènent à être pessimiste. Parce que ceux-là qui sont censés se réunir pour parler de paix, déjà, il y a une divergence de vues. Il faudra rapidement faire tout pour rectifier le tir. Cette divergence, c'est entre la plateforme et la CEMA. Parce que selon Fahad, le secrétaire général du GATIA, le forum est reporté. Mais du côté de la CEMA, on dit que les dates sont maintenues. Donc d'emblée, il y a problème. Ceux-là qui sont censés s'unir, discuter pour voir les voies et moyens à travers lesquels on peut accéder à la paix. Si déjà il y a divergence à ce niveau, ça pose un sérieux problème. L'autre aspect de la situation, aujourd'hui, si le forum se tient à l'absence de la plateforme, à l'absence des autorités, je me demande quels seront les résultats de ce forum-là. Si toutefois, c'est seulement les membres de la CEMA, et même là encore, il y a quelques divergences. Donc je me dis que ça devient inquiétant. Déjà, on sent l'échec qui est en vue. Malheureusement, c'est regrettable. Amadou Salifo Guindo du journal L'Enquêteur. Je viens d'avoir un ami, sinon notre correspondant de Kidal, qui également a confirmé que le forum a été reporté. La raison, il en a cité 3. Alors, il y a IAD, qui est un obstacle à la paix au Mali. S'est-il exprimé? Oui, d'abord parce qu'il y a les hommes de IAD qui rôdent autour de la ville qui, malgré dans un premier temps, disons son accord, c'est, je pense, désister pour menacer ceux qui viendront se réunir à Kidal. Et l'autre raison, c'est les Gatia, dont les hommes doivent sécuriser le forum, qui se plaignent maintenant parce qu'ils n'ont pas, semble-t-il, perçu ce qu'ils appellent leur solde. Ensuite, il y a les responsables coutumiers qui ont été désignés ou sinon responsabilisés pour mobiliser et calmer les récalcitrants qui n'ont pas réussi leur mission parce qu'ils ne sont plus vraiment écoutés, donc des gens impopulaires, mais qui ont eu beaucoup d'argent de l'État. Et certains se plaignent parmi eux d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils ont souhaité avoir avec l'État, donc qui sont en train maintenant de mobiliser contre l'État et contre donc la tenue de cette rencontre de Kidal. Donc je pense que, comme Lamphia dit, il ne faut pas aujourd'hui s'attendre à des résultats tant que on ne se réunit pas à nouveau au niveau, par exemple, de Bamako entre les groupes armés et le gouvernement. Voilà. Ibrahim Ouattara de Précis News. Oui, c'est vraiment regrettable. Hein. C'est regrettable parce que l'annonce a fait, c'est-à-dire ça a donné du baume dans le cœur de tous les Maliens, tenir un forum à Kidal. Alors auparavant, nous, on a cru que le gouvernement allait participer à ce forum. Et c'est ce qui allait être le côté, je dis, beau de la chose. Mais malheureusement, à la dernière minute, nous avons appris que voilà, le gouvernement n'a pas été invité. Bon, moi, je dirais tout simplement que aujourd'hui, je pense que la crise n'est pas finie. La crise n'est pas complètement terminée. Il faut que la plateforme et la CEMA s'asseyent encore de nouveau et redéfinir une autre feuille de route. Parce que aujourd'hui, comme l'a si bien dit M. Sinaba, la plateforme maintient la date. Confirme que la CEMA plutôt. La CEMA maintient la date. Et la plateforme dit le contraire. Donc, quelque part, il y a un décalage de langage. Voyez-vous? Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on a eu à faire durant ces 6 ou alors ces 10 derniers mois, tout est en train d'être remis en cause. Et c'est ce qui est vraiment écœurant. C'est écœurant.
et ça ne donne pas vraiment de belles perspectives ou de bonnes perspectives pour vraiment... Et c'est ce qui est encore dangereux à ce niveau. En son temps, à l'éveil hebdo, on avait signalé, attiré l'attention des uns sur cet aspect-là. À Néfis, non seulement les groupes armés se sont engagés, mais en plus d'eux, ils ont engagé leur communauté. Autrement dit, aucun échec ne sera plus admis, au risque de ne pas avoir de répercussions sur la communauté. Donc c'est vraiment un appel aux groupes armés. On me dira peut-être à quel titre tu lances cet appel en tant que citoyen malien. Ils ont intérêt aujourd'hui à avoir une concordance de point de vue, c'est très important. Maintenant, par rapport au forum, l'organisation, il faut dire quelque part que le gouvernement aussi a voulu, à mon avis, étaler un peu trop, parce que le gouvernement a fait croire à l'opinion que voilà, c'est à travers ce forum de Kidal là qu'on aura la paix. Non, on ne pourra pas avoir la paix au cours d'une rencontre du genre de quelques jours. C'est un long processus et on a tellement communiqué sur cela que jusqu'à ce qu'à un certain niveau, ça a créé une certaine confusion au sein de l'opinion. Parce qu'il y a des Maliens qui se demandent aujourd'hui, mais pourquoi le gouvernement ne va pas à Kidal? Kidal c'est Mali. Pourquoi le gouvernement ne va pas participer au forum? Du moment où le gouvernement a mis de l'argent dans l'organisation de ce forum-là. Peut-être que quelque part on devrait aussi avoir ce courage-là en tant que décideur, en tant que gouvernant, de dire que voilà, nous sommes à telle évolution, nous préférons cela, nous ne voulons pas cela. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et quelque part, on a entretenu le flou, ce n'est pas bon. Voilà. Alors, la représentativité des autorités, on va continuer à en parler. Donc, puisque dans ce même studio, nous avons eu quand même, lors de nos émissions, nous avons eu en ligne des représentants de la CMA, de la plateforme, alors, qui avaient annoncé que à ce forum, pourquoi le Premier ministre malien ne prendrait pas part. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il semble quand même que les autorités maliennes ne sont non plus pas dans cette logique de participer à ce forum, notamment la primature. Effectivement, du côté de la primature, c'est cette information que nous avons, que le Premier ministre n'a pas été invité. Bon, s'il n'a pas été invité, tout ça, quelque part, c'est la faute au gouvernement à ce niveau. Parce que le gouvernement avait fait croire quelque part à l'opinion que c'est lui qui est à l'origine. Or, c'est les groupes armés même qui sont à l'origine. C'est la suite logique d'Anéfis. Mais le président de la République lui-même a été le premier à entretenir ce flou-là parce qu'il a invité les groupes armés à aller faire leur déclaration sur lui, comme si il est en quelque sorte l'initiateur, l'organisateur principal. C'est vrai, le gouvernement, les groupes armés sont partie prenante, mais par rapport à Kidal, c'est la suite d'Anéfis, c'est une initiative des groupes armés. Maintenant, c'est une très bonne chose quand le gouvernement va s'associer à cela, quand le gouvernement va participer. Quelque part, ça réconforte même les groupes armés. Quelque part, ça prouve leur bonne volonté d'aller vers la paix. Maintenant, si le Premier ministre n'est pas là-bas, je ne pense pas qu'on doit en faire un motif de blocage, dans la mesure où Anéfis s'est tenu sans que le Premier ministre n'y soit. Amadou Salif Guindo. Bon, le gouvernement devrait, dans un premier temps, effectivement, préciser les choses. C'est de ne pas récupérer la rencontre et en faire sienne. C'est déjà là l'erreur. Il fallait peut-être dire c'est une affaire des groupes armés, nous les accompagnons, accompagnons, disons, on leur a donné de l'argent, bon tout ça. Peut-être que l'erreur aussi était d'avoir donné l'argent assez tôt. C'est tout ça, parce que quand l'argent est là, c'est déjà comme on dit. On connaît les montants. Bon, pas encore de preuves. J'ai pas de preuves, oui. Voilà, on parle de 400, mais 400 millions, mais ce qui est officiel, bien sûr. Mais moi, il y aurait plus que ça. Est-ce que l'argent a été décaissé? Je pense, déjà, il ne fallait pas garantir, voilà. Il ne fallait pas dévoiler tous ces secrets. On peut dire, bon, on va financer, mais il ne faut pas dire, je vous donne tel. Donc déjà, ça crée déjà tout ce problème-là. Donc je pense que le gouvernement aurait dû juste se montrer un spectateur et assister à la chose sans se montrer organisateur de la chose. Voilà. Il n'a vraiment rien à faire là-bas, quoi. Sinon, il est invité, il s'en va. S'il n'est pas invité, il reste. Donc, pas obligatoire qu'il y soit présent. Voilà. Ibrahim Ouattara de Prestige News. Bon, nous, en tant qu'observateurs, c'est ce que je vais dire, parce que nous sommes des observateurs de la scène. Écoutez, moi, la dernière fois, j'écoutais une interview du chef de Touareg comment on appelle, de Kidal. La Ménocal. Voilà. Ahmed Intala. Ahmed Intala, justement.
quand je suivais, j'étais avec un ami et je lui ai dit tout de suite que non, le truc n'aura pas lieu. Il me demande pourquoi. Je dis non, le monsieur exige à ce que le Mali s'assied pour discuter avec IAD. Ça veut dire que IAD a déjà envoyé ses revendications, ses conditions. Oui. Il lui a déjà transmis ses revendications et conditions. Donc ça, c'est un appel que le monsieur est en train de lancer à l'endroit des décideurs. Non seulement de toutes les parties prenantes, mais au peuple du Mali. Donc, je suis sûr, après cette interview, vous allez voir dans les jours à venir, il y aura quelque chose qui ne sera pas ça. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens pensent qu'il est indispensable de s'asseoir et discuter avec IAD. De lui demander qu'est-ce qu'il veut réellement. Voyez-vous? Et ce monsieur se sent exclu. Je ne dis pas je ne suis pas en train de prêcher pour qu'il revienne. Non, je suis en train de dire ce qui est là. Ce monsieur se sent exclu. Mais du moment où en allant à Alger, on a été clair, tous ceux qui sont pour le caractère indivisible du Mali, la laïcité du Mali, la voie était libre. Il faut reconnaître ça. Je crois que la question qu'on peut poser, le monsieur ne s'est-il pas lui-même exclu? Parce que l'appel a été lancé à l'ensemble des Maliens. Peut-être qu'il faut se poser la question d'une autre manière. Est-ce qu'aujourd'hui, lui-même, même si on l'invite, parce que moi, je m'excuse de te couper la parole, je ne dirige pas les débats, mais par rapport à hier, ça, quelque part, je me sens... Ce que je voudrais dire par rapport à Iyad, est-ce qu'aujourd'hui, je le dis la semaine dernière sur ce même plateau, il serait bon qu'on l'écoute, qu'il soit associé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Iyad lui-même est en mesure de s'extirper de cette situation dans laquelle se trouve? C'est la question, monsieur Sinaba, c'est la question que vous posez. Et aujourd'hui, entendre quand même ce chef, ce leader qui est très important du côté de la communauté Touareg, c'est comme si... Oui, à Kidal, bien sûr. C'est comme il a interprété un peu, c'est-à-dire le vœu, le souhait, ou alors les conditions, les revendications de Yagali. Vous voyez? Donc moi, aujourd'hui, je pense qu'il est impératif, il est vraiment impératif d'ouvrir, même si ça ne serait-ce que 15 minutes ou 30 minutes de discussion avec IAD. C'est très important pour l'avenir du Mali. Parce que tant que nous estimons, tant que nous disons que IAD est un terroriste, il n'a pas respecté le caractère laïque de la République du Mali, parce qu'on sait comment les gens sont allés à Alger. Ce ne sont pas les sous du Mali qui ont envoyé les gens à Alger, c'est les sous de la communauté internationale. Ils ont leurs conditions à poser également. Donc il y a des exigences. On ne peut pas associer ce monsieur aux discussions d'Alger, parce que celui qui donne, qui sort l'argent de sa poche, c'est lui qui pose ses conditions. Studio Tamani, vous allez m'excuser, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, sans tarder, nous abordons donc le dernier volet de cette émission. La semaine qui s'achève a été celle des élections en Afrique. Niger, Bénin, Congo, Sénégal, les urnes ont été beaucoup sollicitées sur le continent. On va particulièrement s'intéresser à l'élection présidentielle au Niger. Alors, comment les choses se sont réellement passées, se sont réellement déroulées dans ces pays? Nous allons poser la question à Gungu Mamano Dantani du studio Kalangu du Niger. C'est un programme de la Fondation Hirondelle. Alors, monsieur Dantani, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sur le terrain. Maintenant, vous allez nous expliquer comment est-ce que l'élection présidentielle s'est déroulée au Niger, chez vous, là-bas. Oui, dans un premier temps, il faut retenir que ce fut une élection très particulière pour une simple raison. Il y avait face à face un président en fonction et son principal challenger, un candidat en prison poursuivi pour son implication présumée dans une affaire de bébés importés. Au premier tour en prison, puis dans une chambre d'hôpital en France au deuxième tour. Alors, vous voyez ce que cela fait. Ensuite, les conditions d'organisation très contestées, non seulement par l'opposition, mais aussi par un certain nombre de partis de la mouvance. Alors, l'opposition d'ailleurs avait suspendu sa participation au deuxième tour sans autant retirer la candidature de son leader. Alors, le président, ensuite, après la proclamation des résultats provisoires, a déjà tendu la main à l'opposition qui n'a toujours pas répondu.
Dites-nous, monsieur Gungu Mamano Dantani du studio Kalangu, le président Mamadou Issoufou, est-ce qu'il a des chances d'être entendu lorsqu'il tend la main à l'opposition pour la formation d'un gouvernement d'union? Oui, mais cette opposition ne s'est pas encore prononcée. D'ailleurs, à l'installation de la nouvelle magistrature, les députés de l'opposition n'ont pas assisté à cette cérémonie. Toujours étant dit qu'ils retiennent encore leur suspension au niveau donc, de toutes les institutions. Et leur porte-parole disait d'ailleurs que l'opposition ne reconnaîtra pas le président Issoufou à partir du 1er avril où son mandat va s'expirer. Dites-nous, est-ce qu'il faut craindre un bras de fer à la longue? Non, un bras de fer à la longue, c'est possible, mais pour l'instant, au fil des événements, l'ensemble de la population pense que peut-être l'opposition va revenir sur sa position à travers des négociations qui ont été donc demandées d'ailleurs par la communauté internationale. Gungu Mamano Dantani du studio Kalangu, il ne reste donc qu'à vous remercier pour votre disponibilité. Nous allons retourner ici dans ce studio. Nous allons nous tourner du côté de l'Amphia Sinaba, de l'éveil hebdo, M. Sinaba, la semaine des élections. Alors, ces élections dans l'ensemble, pour le continent, comment est-ce qu'elles se sont déroulées? Dans l'ensemble, on peut dire qu'il n'y a pas eu trop de... Quand je prends le cas du Sénégal, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'échauffourée. Du côté du Congo, un tout petit peu, bon, il fallait s'attendre à ça, même du côté du Niger. Mais par rapport au cas du Niger, le commentaire que j'ai à faire, c'est que quelque part, le président Issoufou, j'espère qu'on ne va pas me tenir rigueur à ça parce que je voyage beaucoup dans la sous-région, il devait laisser le candidat l'affronter dans les normes. Parce que je me dis que quelqu'un qui est en prison, s'il parvient à s'opposer au président, s'il était en liberté, qu'est-ce qu'il allait se passer? Donc l'objectif, quelque part, on peut déduire que c'était une manœuvre de l'empêcher d'être président. Quelque part, ça joue même sur la crédibilité même du président aujourd'hui. Du moment où c'est son principal challenger qui est en prison, qui parvient à lui tenir tête à ce. L'opposition n'a pas encore dit son dernier mot. Le confrère vient de le dire. C'est possible qu'il y ait des négociations. L'autre aspect aussi, c'est possible qu'il n'y ait pas de négociations. Donc ça risque d'amener le pays dans une situation que nous ne souhaitons vraiment pas pour un pays voisin qui a beaucoup aidé le Mali. Amadou Salifou, alors vous demandez la parole, Ibrahim Ouattara, oui, de je ne suis pas du tout d'accord avec mon confrère. Voyez-vous, vous savez, en Afrique, nous n'avons jamais eu d'opposition responsable. Non, écoutez-moi, je suis en train de vous dire quelque chose. Nous n'avons jamais eu d'opposition vraiment responsable en Afrique. Le monsieur, il allait aux élections avec plusieurs candidats. Et il est venu en tête avec 48, quelque chose. Bon, 48, un peu plus de 48% des voix. Il ne lui reste que 2% ou à 3% pour être plébiscité au premier tour. Mais l'opposition nigérienne a déjà vu que la bataille n'avait vraiment plus d'espoir. Voyez-vous? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut salir le futur mandat de ce monsieur. Je vous dis, quand ils ont fait les élections couplées, Assemblée nationale, élection présidentielle, aujourd'hui le monsieur il a combien de députés? Il a presque tout raflé à l'Assemblée nationale. L'opposition a eu peur. C'est depuis là où il y a eu la peur. Et au résultat du premier tour, 48%. C'est pas 18%, c'est non plus 8%. Il est déjà près de la victoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dire que non, notre candidat est en prison. S'il ne sort pas, on n'ira pas aux élections. Vous avez déjà perdu les élections. Vous avez déjà perdu les élections. Voyez-vous, c'est là où je dis souvent, en Afrique, il faudrait que souvent nous réfléchissons mieux. Vraiment. Amadou Salifou Guindo. Bon, je pense que l'opposition nigérienne n'a pas été sincère. Elle a manqué de bonne foi. Il faut le reconnaître déjà. D'abord, je vais saluer le professionnalisme, sinon l'indépendance de la justice nigérienne.
Parce que d'abord, on a permis à un prisonnier de se présenter à une élection. Ça, je pense que c'est la première fois que ça se passe, quoi, déjà. Donc, il faut même là saluer le président de la République qui a permis à la justice, en quelque sorte, je dirais comme ça, de lui trouver un candidat opposant idéal, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a une exagération, une mise en scène énorme de la part de l'opposition qui savait déjà que les jeux étaient faits d'avance, quoi. Donc il n'y avait rien à dire parce qu'ils avaient perdu l'élection, quel que soit le score qui allait être trouvé au deuxième tour. Hama allait perdre, on le savait déjà. Donc le taux de participation, plus de 50%, c'est déjà énorme et je pense qu'il n'y a rien à dire. Mais quand même, il faut le reconnaître, c'est une victoire sans gloire. Alors, la Sinaba, au Bénin, les choses se sont déroulées autrement. Alors, s'agissant de la manière, je crois qu'il n'y a rien à dire. Non, vraiment, c'était formidable. Parce que puis j'ai suivi le face-à-face des deux candidats. J'ai bien aimé. Et puis le candidat qui a été élu, Patrice Talon, je pense que il avait, même à travers ce débat-là, on pouvait présager que vraiment c'est quelqu'un qui peut faire un plus pour les Béninois, à mon avis. Et puis, ça s'est passé dans le calme. C'est ça surtout le plus important, qu'on a besoin de cela en Afrique pour prouver au reste du monde que nous aussi, nous pouvons faire des élections sans passer par la violence. Malheureusement, certains dirigeants n'ont pas compris cela encore et c'est déplorable. Ibrahim Ouattara de Prestige News. Oui, moi j'ai beaucoup vraiment apprécié la manière dont les élections se sont déroulées de l'autre côté du Bénin. Il faut dire que le président élu, c'est un monsieur qui connaît son pays, connaît les réalités des Béninois. Voilà pourquoi il a été élu. Et les Béninois, les électeurs, ont voté pour quelqu'un qui peut les aider. Sinon, ce n'est pas l'aide administrative ou alors l'aide industrielle. Aujourd'hui, le Bénin a besoin de se hisser sur le plan agricole. Voyez-vous, le Bénin a des atouts majeurs comme le Mali, par exemple le fils du Niger. Donc, ce monsieur connaît mieux le problème des agriculteurs, des planteurs, des cultivateurs que quiconque. Et je pense que ça a été l'un des facteurs qui l'ont fait venir au pouvoir. Amadou Salifou Guindo. Je salue d'abord la maturité de la population, du peuple et des électeurs béninois. C'était une élection qu'on pouvait déjà considérer comme une élection entre, on va dire une lutte entre David et Goliath. Tout le monde avait prédit une victoire écrasante de Patrice Talon, qui est resté Premier ministre alors qu'il était candidat. Zinsou, pardon. Excusez-moi, Zinsou, donc candidat, Premier ministre, candidat du parti au pouvoir. Et donc, s'il vient à perdre de la façon dont il a perdu, c'est déjà une victoire du peuple du Bénin, donc une victoire de toute l'Afrique contre la France-Afrique. Et de deux, c'est une victoire d'un homme, un ancien président du Bénin qui s'était offusqué de ce qu'on ait choisi Patrice, disons, Zinsou pour être candidat d'un parti au pouvoir, disons, dans lequel il n'avait jamais milité. Et il s'agit de Soglo qui avait décrié son choix. Donc je pense que c'est une victoire qui est celle... Alors très rapidement, juste en quelques mots, au Congo, comment ça s'est passé? Ça a été, comme on le dit chez nous, le takokele ou comment? Le takokele, mais de manière vraiment, parce que c'est vraiment, je sais pas comment expliquer sincèrement. Ça vous dépasse? Voilà, ça me dépasse sincèrement. Comme je l'ai dit, il fallait s'attendre à des chauffeurs. Ibrahim Ouattara. Oui, le takokele, ça c'était prévisible depuis lors. Hein. Mais ça n'a pas été facile parce que bon, c'est des informations que je n'ai pas vérifiées, donc je ne vais pas en parler ici. Amadou Salifou Guindo. Moi, je dirais qu'il n'y a pas eu d'élection au Congo. Alors, donc c'est sur ces propos qui s'achève quand même le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avions 3 journalistes dans ce studio: Lafia Sinaba de L'éveil Hebdo, Ibrahim Ouattara de Prestige News, Amadou Salifou Guindo du journal L'Enquêteur, réalisation Ousmane Diadjatouré. À la mise en ordre gagnée, Kanté, présentation Seydou Fomba. Nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.